Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors nous vous proposons ce matin d'aller du réservoir au puits de pétrole, bien sûr. Tout simplement parce qu'il y a, comme vous le savez, une grève dans les raffineries et les dépôts de carburant, laquelle a été reconduite alors que 3 salariés sur 4 utilisent leur voiture pour aller travailler. L'exécutif promet une amélioration. On va essayer de comprendre laquelle et dans quel calendrier. Et puis plus généralement, on va s'intéresser à ces grandes compagnies pétrolières qui ont fait de super profits. Nous sommes en compagnie de Patrice Geoffron, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Vous êtes également professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine PSL, bonjour. Bonjour. Patrice Geoffron, tout d'abord, cette question donc de la pénurie de carburant, d'où vient-elle? Est-ce la grève dans les raffineries et les dépôts de carburant qui explique la situation à laquelle les Français sont aujourd'hui confrontés? Oui, je pense qu'il n'y a pas de doute sur la nature du problème. Elle est sur la place publique. On est dans des chaînes logistiques très complexes avec des infrastructures essentielles qui sont ces raffineries, avec des systèmes de transport, d'acheminement. Enfin, on les voit notamment dans le paysage urbain avec les stations-service. Donc évidemment, dès lors qu'il y a des grèves dans un certain nombre de raffineries, de fait, au bout d'un moment, voilà, le système s'assèche en partie, même si, d'après ce qu'on peut en savoir, hier, il y a eu un petit rebond, notamment lié au fait que, un petit rebond en termes d'approvisionnement, qui évidemment n'a pas résolu le problème, loin de là, notamment en recourant dans les Hauts-de-France aux stocks stratégiques. Donc, qui sont Justement, qu'est-ce que c'est qu'un stock stratégique? Alors, on pourrait remonter à Winston Churchill. On n'ira sans doute pas. Ce n'est pas si ancien que cela. Voilà, grosso modo, donc l'idée c'est que depuis la Première Guerre mondiale et depuis finalement notamment la mécanisation des armées, eh bien, des stocks stratégiques ont été constitués et puis progressivement étendus aux activités civiles. Le point de basculement ont été les chocs pétroliers dans les années 70 et en ramassant toute cette histoire, grosso modo, c'est au sein des pays de l'OCDE qui appartiennent à l'Agence internationale de l'énergie, il y a l'obligation d'avoir l'équivalent en stock, et ces stocks étant sous la tutelle des autorités publiques, de 90 jours de consommation. Ce qui peut permettre soit de faire face à ce que nous vivons à l'heure actuelle, soit de faire face à un choc international, et à ce moment-là, de manière solidaire. Il y a quelques mois, Joe Biden avait décidé de relâcher une partie, là simplement pour tenter de faire baisser les prix, c'était avant l'été, de relâcher une partie des stocks américains. Mais alors, pourtant, c'est assez étonnant parce que le gouvernement parle donc de débloquer ces stocks stratégiques et aujourd'hui, eh bien, la situation n'est pas du tout revenue à la normale. Comment l'expliquer, Patrice Geoffron? Alors parce que derrière tout ça, ce qu'on peut comprendre de la stratégie du gouvernement, évidemment ces stocks, dès lors qu'ils sont stratégiques, il faut en user avec parcimonie. Donc il y a une pression qui est mise entre guillemets sur les protagonistes de telle manière au plus vite, et j'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, on n'en est pas encore là, à être au plus vite autour de la table de telle manière à discuter. Il y a par ailleurs des importations en provenance de Belgique et des importations par la mer qui sont en cours et qui pourraient finalement conduire à importer directement des produits raffinés, donc qui n'auraient pas besoin de passer par les raffineries, à la différence du pétrole brut. Et puis une autre partie de la solution, on l'a dit, est liée au recours aux stocks stratégiques. Et donc c'est la balance entre tout ça, mais voilà, la stratégie du gouvernement, c'est de mettre pression sur ce que j'appelais tout à l'heure les protagonistes, de telle manière à ce que la situation se débloque rapidement. La situation peut-elle se débloquer rapidement? Alors là aussi, il y a eu de nombreux discours. Les pétroliers se sont défendus en disant que ces employés donc des raffineries et des dépôts étaient payés de manière confortable et on a mis certaines de leurs rémunérations sur la place publique pour aller donc à l'appui de cette thèse. C'est vrai, ça fait partie d'une stratégie de communication de ces grands groupes. Patrice Geoffron, qu'est-ce que l'on peut dire? Oui, de fait, il y a de part et d'autre évidemment des stratégies de communication, parce qu'à partir du moment où nous montons en tension et où dans le quotidien de nos concitoyens, cette grève va peser de plus en plus, évidemment, la perception de l'origine du problème aura son importance. Il me semble que, de mon point de vue, ce qui est surprenant, c'est plutôt les modalités de négociation et cette grève qui est faite en amont des négociations qui devaient intervenir
au mois de novembre, plutôt que la légitimité de ces négociations. Parce que grosso modo, vous l'avez dit, et pour Total, et pour BP, et pour Shell, il y a des profits assez élevés qui ont été réalisés. Il y avait, me semble-t-il d'ailleurs, une volonté de répondre aux demandes, alors peut-être pas à hauteur des attentes, mais des demandes des salariés, notamment des salariés des raffineries. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Alors, il y a plusieurs types de demandes. Une demande de rattrapage de l'inflation, c'est une problématique qu'on va voir apparaître dans beaucoup de domaines d'activité, qui n'est pas totalement spécifique, évidemment, à la filière pétrolière, si ce n'est que la filière pétrolière est très profitable. Donc, voilà, ça donne évidemment des attentes spécifiques dans ce domaine, et puis par ailleurs des embauches et puis des investissements. La problématique des embauches et des investissements, encore une fois, pour ce qu'on pense avoir été laissé de côté, reste la question du rattrapage de l'inflation et par ailleurs du partage des profits, avec une demande de l'ordre de plus 10% globalement. Et les 10% seraient en 3 tiers, un premier tiers qui a déjà été accordé en cours d'année, un deuxième tiers qui correspond à une demande et qui est la partie de rattrapage de l'inflation, et puis un troisième tiers qui serait à nouveau avec beaucoup de prudence, mais qui serait la participation au partage des profits. Et alors, les pétroliers ne veulent pas céder aujourd'hui. La situation est celle du blocage, Patrice Geoffron ? Alors oui, après, il s'est tout de même passé un certain nombre de choses de ce week-end, et avec une pression mise par les pouvoirs publics. Et évidemment, plus on va avancer dans la semaine, plus les postures de part et d'autre vont devenir assez difficiles à comprendre par nos concitoyens. Donc j'aurais du mal à imaginer qu'il n'y ait pas d'une part une réunion physique et des discussions, si ce n'est aujourd'hui, en tout cas dans les tout prochains jours. Mais ça veut dire que dans le meilleur des cas, évidemment, derrière tout ça, il faudra encore quelques jours de telle manière à ce que le système revienne à la normale. Ce qui néanmoins pourrait être rassurant, parce que dans des proportions qui sont difficiles à déterminer à l'heure actuelle, évidemment, il y a à la fois des professions essentielles qui ont besoin de se ravitailler, des artisans, les professions médicales qui montent évidemment en tension. Et puis il y a par ailleurs du stock de précaution, monsieur, madame, tout le monde qui, on peut le comprendre, se précipite à la pompe au vu de ce que diffusent les chaînes d'infos en continu notamment. Et donc ce sont des phénomènes assez classiques. Donc il me semble que l'entrée en négociation et puis l'aboutissement des négociations, même si encore une fois le retour à la normale prendra quelques jours, permettra en tout cas d'apaiser ces mécanismes de précaution. Ça veut dire, alors là aussi, ça n'est pas une complète découverte, parce qu'on a vécu la crise du Covid et avec cette crise, nous nous sommes rendus compte qu'on était très dépendant de certaines chaînes logistiques. Mais là, c'est une nouvelle fois la question de l'essence. On se rend compte finalement qu'en bloquant un petit nombre de points, on peut non pas encore paralyser le pays tout entier, mais en tout cas rendre la vie difficile à beaucoup de Français. Écoutez, de vous à moi, je pense qu'on ne découvre pas grand-chose. De fait, j'écoutais tout à l'heure en venant vous rejoindre sur mon vélo ce que vous avez diffusé entre 7h et 7h30 et ces informations des années 70 nous rappelant qu'on n'avait pas de pétrole mais qu'on avait des idées, nous rappelant la sensibilité de nos dépendances. Donc ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle et depuis quelques mois avec la guerre en Ukraine, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler, probablement également plus encore dans quelques temps lorsque l'embargo sur le pétrole russe aura augmenté. Évidemment, c'est la démonstration nouvelle, mais qui n'est qu'un simple rappel de nos dépendances. Et là, on est dans une crise énergétique qui est tellement large, et sur le gaz et sur l'électricité, qu'évidemment, ce moment est un moment dans lequel vraiment on doit s'interroger sur nos dépendances et sur les conséquences de nos dépendances. Alors, moi, j'ai découvert quelque chose, ou en tout cas, je l'ai entendu, et je vais vous demander, Patrice Geoffron, de me dire si effectivement ce fait est étayé. Il y a bien évidemment une transition énergétique, et celle-ci tendrait à aujourd'hui privilégier la voiture électrique, ce qui incite les pétroliers à ne plus investir. Ça fait écho à ce que vous évoquiez, et ce qui leur donne à penser qu'un certain nombre de filières, le diesel par exemple, sont des filières condamnées à terme, ce qui pourrait là aussi inciter à ne pas multiplier les infrastructures, notamment de raffinage en France. Et c'est ce qui expliquerait qu'aujourd'hui, alors même que la grande majorité du parc automobile est dépendant du diesel encore, nous sommes si vulnérables.
Alors, l'évolution du parc de raffinage en France, elle est bien en amont de l'accélération de la transition, et notamment, et vous y faites référence, de la volonté européenne de ne plus vendre de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Et en fait, on a une transformation qui est liée au fait que en France, on a besoin, et plus qu'ailleurs, de gasoil. Et on avait un appareil de raffinerie qui transformait plutôt de l'essence que du gasoil. Et donc, ce faisant, nous avons vu monter, pour les importations de gasoil, une dépendance qu'on va toucher du doigt dans quelques semaines sur les importations en provenance de Russie, également du Moyen-Orient. Ce qui est quand même problématique dans les circonstances actuelles. Je parle de la Russie. Oui, ce qui évidemment est tout à fait problématique. Alors, à nouveau, pour ce qu'on peut en savoir, notamment du côté de Total Energy, un certain nombre de précautions ont été prises de telle manière à pouvoir réorienter les approvisionnements du Moyen-Orient pour ceux qui ne proviendra plus de Russie, mais de fait, c'est un choc. Qu'est-ce qui nous empêche de faire plus de diesel ? Comment réussit-on à raffiner le diesel par rapport donc au sans-plomb, bref, à l'essence traditionnelle ? Est-ce qu'il y a des process particuliers ? Est-ce qu'on peut faire l'un et l'autre ? Comment ça se passe ? Oui, alors en deux mots, lorsque vous avez une tonne de pétrole brut, eh bien vous pouvez d'un côté transformer du diesel et de l'autre côté de l'essence. Ça ne se fait pas avec les mêmes processus techniques et pas avec le même appareil industriel. Et la singularité de la France, qui encore une fois remonte assez loin dans le temps, par rapport à la moyenne mondiale et même à la moyenne européenne, c'est de dépendre plus qu'ailleurs du diesel. Lorsqu'on était en régime normal, il y a encore quelques temps, et en fait avant février dernier, le début de la guerre, on se préoccupait relativement peu de ces tensions parce qu'on considérait, pour le pétrole globalement, pour le diesel, pour le gaz, que des mécanismes de marché étaient assez fluides et nous permettaient de nous sourcer sans trop de difficultés. On avait laissé de côté la question de sécurité d'approvisionnement qui remonte aux années 70. On s'était cogné à l'époque et qui est en train de se rappeler à nous. Mais alors là aussi, c'est très paradoxal parce que les autorités, je mets ça au pluriel, ont favorisé le diesel en France en faisant en sorte que ce carburant soit moins onéreux. Aujourd'hui, il est plus onéreux à la pompe que le sans-plomb et cette tendance ne va probablement pas s'inverser. Oui, les courbes se sont croisées il y a quelques mois, c'était assez singulier avec désormais un diesel qui est généralement plus coûteux. Historiquement, il y avait une raison au fait de privilégier le diesel plutôt que l'essence, qui était d'avoir un carburant moins émissif en termes de CO2, plus émissif néanmoins en termes de particules, en tout cas pour des véhicules assez anciens. Et donc, et on s'est retrouvé finalement un peu à revers en termes de politique publique. Mais en fait, cette discussion entre diesel et essence ne doit pas faire perdre de vue ce que vous indiquiez précédemment. Le vrai défi, évidemment, c'est celui de la décarbonation et de voir dans quelle mesure, dans un monde dans lequel on a la garantie, compte tenu de ce qui est en train de se passer, que le prix du pétrole et des fossiles de manière générale va être plus élevé, plus instable, et on a la garantie, si je puis dire, de ne pas en avoir tout le temps. Comment est-ce qu'on adapte nos politiques publiques à ce nouveau contexte ? Mais dans le même temps, est-ce que 2035, ça vous paraît raisonnable, sachant qu'on est, je crois, en 2022 ? Est-ce qu'on a la possibilité, en 13 ans, de basculer la grande majorité du parc en véhicules électriques ? Alors, ce ne sera pas la grande majorité du parc parce qu'il y aura un effet de traîne. On garde nos véhicules aux alentours de 10 ans en moyenne. Donc, les véhicules du début des années 2030 seront encore approvisionnés. Puis, par ailleurs, on a appris que, Guillaume, si vous aviez une Ferrari ou une Rolls, eh bien, vous pourriez continuer à les renouveler, acheter d'autres. Ça fait au moins une bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle à partager ce matin. Et donc, je ne sais pas si c'est raisonnable, je sais qu'en revanche, c'est indispensable. Enfin, dans mon métier, qui est celui d'être universitaire, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est ce qu'on appelle une session de rattrapage. Et on se rattrape presque au sens propre du terme aux branches, parce qu'on est rappelé à nos dépendances. Au niveau européen, 70% du modèle énergétique européen est encore carboné en énergie primaire. Tout ce qui entre au niveau mondial, on est à 80%. Donc même si l'Europe est l'espace le plus avancé en termes de décarbonation, on est encore très très loin d'avoir abouti. Et il faut bien se rendre compte de ce qu'est le coût pour la collectivité de nos dépendances.
juste en 15 secondes, les différents chocs qu'on a traversés ces dernières années, entre la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, avec une surmortalité qui a été liée à la pollution de l'air également, et puis la crise actuelle, à chaque fois, demande des réponses de politique publique avec du quoi qu'il en coûte d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, lorsqu'on en fera le bilan, va se traduire en dizaines, en centaines de milliards d'euros de réponses d'urgence en termes de... Et donc, à partir du moment où je termine, où nous importons, nous, Français, 99% de notre pétrole et de notre gaz, et que les pays qui nous les fournissent ne nous veulent pas que du bien. On n'a pas, avec l'ensemble de nos fournisseurs, des relations qui sont simplement des relations commerciales, comme avec la Norvège. Évidemment, il faut réduire nos dépendances. Mais ce qui, là aussi, est l'un des enseignements de ces crises du Covid. Enfin, on voit que le monde est très compliqué, que le monde moderne est encore plus compliqué et qu'un grain de sable, parfois d'ailleurs très gros, le Covid était assez gros, suffit à gripper la machine. Le fait de basculer dans l'électrique, cela pose aussi des problèmes inédits. L'utilisation des métaux rares, le fait de devoir avoir affaire là aussi à des pays, je pense à la Chine par exemple, qui pourraient poser des problèmes stratégiques. Bref, en essayant de résoudre un problème, est-ce qu'on n'est pas face à un nouveau problème, Patrice Geoffron? Alors, oui, évidemment, la sortie du monde carboné, c'est pas le passage de l'enfer au paradis, c'est le passage de l'enfer, ça, il n'y a pas de doute, au purgatoire, on peut l'espérer. Avec quand même toute une série de considérations. Premièrement, sur ce que vous évoquez implicitement, nos dépendances au lithium, aux terres rares, je ne sais pas, au néodyme. Le néodyme, on en trouve par exemple dans les moteurs des éoliennes. Ça rentre dans la grande famille des matériaux, des minerais critiques. On a comme caractéristique en Europe de ne pas en produire ou très très peu. Donc évidemment, dès lors qu'on va devoir établir de nouvelles chaînes d'importation, il y a peu de chances qu'au niveau européen, nous devenions massivement un ensemble de pays miniers et qu'on réinstalle des mines chez nous, si tant est qu'on ait les ressources pour le faire et pour les ressources géologiques. Et donc on va devoir évidemment réfléchir, et il faut le faire d'ores et déjà, à nos dépendances dans ces domaines. Et établir, alors il y a toute une série de techniques qui permettent d'appréhender le problème. On peut faire des stocks, on peut avoir des contrats de long terme, on peut recycler surtout, alors que finalement on a beaucoup de mal. On ne peut pas recycler le pétrole et le gaz aujourd'hui qu'on utilise, même si on peut stocker le CO2 qui est émis en partie. Donc évidemment, il faut se projeter dans la géopolitique de ce monde décarboné, sans naïveté, et il faut le faire dès à présent. À ma connaissance, vous avez du mal à recycler les batteries aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'elles étaient stockées, les batteries anciennes, dans l'attente d'une technologie qui permette de les recycler. Oui, alors donc évidemment, il y a des efforts de R&D, de recherche-développement. Après, ces batteries, elles peuvent avoir une deuxième vie. Elles peuvent avoir, si elles n'ont plus l'autonomie suffisante pour nous transporter d'un point A à un point B, elles peuvent être dites stationnaires, donc servir à stocker de l'électricité dans le tertiaire ou dans l'habitat par ailleurs. Il y a de nouveaux modèles à inventer, évidemment. De nouveaux modèles à inventer. En tout cas, on le voit, de nouveaux défis et puis de nouvelles questions et de nouveaux problèmes auxquels on n'avait pas songé auparavant. En tout cas, cette question donc à la fois de la pénurie de carburant dont souffre aujourd'hui une partie des stations-service françaises et plus généralement la question des pétroliers, on va l'aborder dans une vingtaine de minutes. Patrice Geoffron, je rappelle que vous êtes directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières et professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine. Vous serez rejoint par Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat au Maroc. Et on va évoquer cette fois-ci ces sociétés si particulières que sont donc les sociétés pétrolières et qui sont au cœur, bien entendu, du conflit actuel. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Depuis l'embargo sur le pétrole russe jusqu'à la récente décision des pays producteurs de pétrole de limiter drastiquement leur production, comment les équilibres géopolitiques liés à l'or noir se recomposent-ils? On en parle avec Patrice Geoffron, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Et nous accueillons Francis Perrin. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Vous êtes également chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat. Patrice Geoffron, on a beaucoup parlé de cette pénurie de carburant qui touche une partie des stations-service françaises. Dans le journal, Clara Lecoq-Réal a évoqué les réquisitions qui pourraient avoir lieu. Comment peut-on procéder dans ce contexte? Avec quelle efficacité? Alors, il me semble que c'est plutôt une arme, si je puis dire, de fin de conflit qu'au stade où nous en sommes. Ça a été utilisé à différents moments, notamment au début de la précédente décennie. Évidemment, même si le droit potentiellement le permet, au regard de troubles à l'ordre public, de fait, ça conduit à intervenir dans un conflit en cours et évidemment à prendre une mesure d'exception par rapport au droit de grève. Donc j'entends bien d'un côté que cette éventualité a été évoquée dans le fait du côté du gouvernement de prendre ses responsabilités. J'ai du mal à imaginer que ça intervienne dès à présent, à un moment où, de toute évidence, en tout cas pour ce qui est de Total Energy, chez Exxon, c'est un peu différent. Les protagonistes, à nouveau entre guillemets, ne parviennent pas à se mettre autour de la table. Francis Perrin, l'autre actualité concernant donc cette crise de carburant, eh bien ce sont les super profits qui ont été réalisés par ces grandes entreprises. Ils sont la cause, l'effet. Enfin bref, on voit que tout ceci est lié. Comment s'expliquent ces super profits si vous deviez nous donner les principales causes de cette situation qui est une situation tout à fait étonnante? La principale cause de cette cuisine pétrolière des superprofits, pour continuer à filer la métaphore sur France Culture ce matin, c'est bien sûr les prix élevés du pétrole et du gaz naturel, eux-mêmes liés à la guerre en Ukraine. Vous l'avez rappelé, la guerre en Ukraine, c'est bien sûr, entre autres, la Russie, c'est le moins que l'on puisse dire. La Russie est le 3e producteur mondial de pétrole, donc il n'est pas étonnant que cette guerre ait un impact haussier sur les prix. Il y a eu, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des sanctions financières et technologiques prises par les pays occidentaux contre la Russie, qui vont avoir un impact sur son secteur pétrolier. Il y a eu un embargo pétrolier quasi total décidé par l'Union européenne et qui va commencer à s'appliquer en décembre 2022. Il y a des réorientations de flux pétroliers vers l'Asie. Donc il y a évidemment une agitation sur le marché pétrolier mondial. Et dans ce climat exceptionnel de 2022, il y a donc eu une forte hausse des prix du pétrole et du gaz, même s'ils ont baissé depuis, mais enfin ils restent quand même élevé. Hier soir à Londres, on était avec un Brent, ce pétrole produit en mer du Nord, de $95 par baril, ce qui est quand même pas mal. On est monté jusqu'à près de 140 au début de la guerre en Ukraine. Et on sait très bien que les profits des compagnies pétrolières suivent très étroitement les variations des prix du pétrole et du gaz. Quand ces prix sont élevés ou très élevés, les profits de ces entreprises le sont également. Alors ça, ce qui est le cas au premier semestre 2022. Mais alors ça, j'aimerais que vous me l'expliquiez, Francis Perrin, parce que donc ces compagnies pétrolières extraient le pétrole hors de France pour des raisons bien évidentes. Elles l'extraient donc en puisant dans des sous-sols de différents pays, ce qui veut dire que finalement elles ont des concessions qui leur permettent de ne pas reverser une partie de ce cours élevé. Parce que s'il s'agissait uniquement pour ces compagnies pétrolières d'acheter à des prix élevés, eh bien, elles ne réaliseraient pas plus de profits quand les cours sont élevés. Au contraire, même, ça pourrait réduire leurs marges. C'est exact, vous avez raison. Des compagnies pétrolières, ce ne sont pas des sociétés de négoce. Une société de négoce achète et vend, y compris du pétrole. Une compagnie pétrolière, bien sûr, elle achète et elle vend du pétrole, mais elle produit du pétrole, elle va le vendre. Elle le produit dans des pays où il y a du pétrole. Donc pas spécialement la France, il y en a un petit peu, mais la France ne produit que 1% du pétrole que nous consommons, nous en importons 99%. Donc ces compagnies vont produire du pétrole un peu en Europe, mer du Nord, vont en produire en Russie, alors moins maintenant évidemment depuis la guerre, et dans l'ex-URSS, vont en produire en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, vont en produire au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. Et donc elles ont des accords dans chacun de ces pays producteurs avec les États
Et il y a différentes catégories d'accords pétroliers qui leur garantissent des droits sur une partie du pétrole qu'elles ont découvert et qu'elles produisent. Et évidemment, entre le coût de production de ce pétrole et ce qu'elles doivent payer comme impôt aux États considérés, et les prix actuels du pétrole, et le raisonnement est exactement le même pour le gaz naturel, prix qui sont évidemment élevés du fait de toutes les tensions liées à la guerre en Ukraine, il y a de bonnes marges à faire, et on le voit pour le premier semestre 2022, les profits de toutes les grandes compagnies pétrolières, qu'elles soient privées, comme ExxonMobil, Shell, BP, Total Energy et d'autres, et des compagnies pétrolières nationales, donc détenues par un pays producteur, pensons à Saudi Aramco, ont explosé. Pour vous donner un exemple le plus important, le plus frappant, Saudi Aramco, donc contrôlé à 98% par l'État saoudien, a enregistré un bénéfice net, ce qui veut dire après impôt sur les sociétés, de près de 90 milliards de dollars sur les 6 premiers mois de l'année. Tous les records sont battus. Oui, c'est complètement vertigineux. Patrice Geoffron. Oui, en fait, on est, ce que nous explique Francis Perrin, c'est qu'on est dans une économie de rente. Et donc, dans une économie de rente, on a d'un côté les coûts de production qui, eux, varient relativement peu. Mais les prix de marché, et pour les raisons qu'il a dites, notamment liées à la guerre en Ukraine, mais également liées à ce qu'était en tout cas en 2021 le rebond de l'économie mondiale, l'ensemble de ces facteurs ont concouru à faire augmenter les prix. Ils pourraient augmenter plus encore dans quelques semaines lorsqu'on touchera du doigt le début de la période d'embargo sur le pétrole brut russe et puis sur les produits raffinés. Et donc l'écart entre les coûts et les prix, c'est la rente. Eh bien, il y a des accords de partage de la rente et des opérateurs tels que Total, BP et Shell prélèvent une partie de cette rente qui a une certaine logique, donc qui n'est pas capturée en intégralité par les pays qui, eux, sont les États souverains propriétaires du sous-sol. Il y a d'autres éléments également qui viennent concourir à ces profits, qui sont dans les marges de raffinage. Donc là, on est plus bas dans la chaîne de valeur. C'est une activité rentable, le raffinage ? Alors ça dépend où. En France, usuellement, elle ne l'est pas. Là, elle l'est présentement, mais on est dans un contexte, on l'a dit, qui est assez exceptionnel et ça peut concourir. Parce que le raffinage ne peut plus se faire en Russie, par exemple ? C'est une petite partie de l'explication, mais globalement, enfin, les coûts de raffinage à la tonne avaient d'ores et déjà commencé à augmenter en 2021, sont désormais à un niveau qui est un niveau assez élevé, de telle sorte que d'ailleurs, Total Energy, si le plan européen consistant à imposer une partie des profits plus élevés par rapport à la moyenne des 3 dernières années, donc si ça devait s'appliquer, c'est en discussion à l'heure actuelle à l'Assemblée, eh bien ce qui serait prélevé sur Total procéderait notamment de ces marges de raffinage. Et alors, si l'on continue donc à chercher l'argent, Francis Perrin, puisque la question qu'on se pose, c'est où va l'argent ? Alors, on comprend bien qu'il va pour partie dans les pays producteurs en fonction des accords avec ces compagnies pétrolières. Il va pour les actionnaires, mais ces compagnies pétrolières, aujourd'hui, que font-elles de cet argent ? Est-ce qu'elles investissent dans les infrastructures ? Est-ce qu'elles songent à leur reconversion ? Parce que, malgré tout, on ne sait pas exactement à quel horizon, mais on peut imaginer que cette rente pétrolière, elle diminue si véritablement cette transition énergétique, elle prend forme. Les compagnies pétrolières utilisent leurs profits extrêmement importants en 2022, et même déjà en 2021, d'ailleurs, comme l'a rappelé à juste titre votre invité, de différentes façons. D'abord, elles paient bien sûr des dividendes à leurs actionnaires. Ils sont les copropriétaires de l'entreprise. Elles financent leurs investissements dans le pétrole et dans le gaz, qui sont des investissements extrêmement coûteux. Dans le pétrole et le gaz, l'unité, c'est le milliard de dollars, et pas un, mais plusieurs. Et puis, pour certaines d'entre elles, notamment les compagnies pétrolières privées occidentales, plus particulièrement européennes, dont Total Energy, elles financent une diversification de leur portefeuille énergétique pour aller de plus en plus vers les énergies renouvelables et l'électricité.
Et c'est clairement l'un des points clés de la stratégie de Total Energy, qui veut devenir à terme un des géants, un des 5 géants mondiaux dans le domaine des renouvelables et de l'électricité. Donc tout ceci, là encore, suppose des investissements très importants. Il n'y a pas de miracle dans le secteur de l'énergie. On peut gagner beaucoup dans ce secteur, mais les investissements sont très lourds. Et il y a d'ailleurs un lien, évidemment, entre le fait que ces compagnies sont des géants industriels. De PME dans le secteur pétrolier, parce qu'elles ne pourraient pas faire face aux investissements considérables qui sont requis au niveau mondial. Et évidemment, elles vont payer bien sûr des impôts, notamment aux pays dans lesquels elles produisent du pétrole et du gaz, parce que c'est ça la source principale de la rente pétrolière que Patrick Geoffron évoquait tout à l'heure à juste reprise. Donc voilà les principaux éléments, les principales utilisations de ces profits très élevés depuis 2021 et encore plus en 2022. Mais alors ça veut dire, Patrice Geoffron, qu'on peut très bien imaginer que ExxonMobil, Shell, bref, ces grandes compagnies se retrouvent demain à la tête de parcs éoliens, je ne sais pas, également peut-être de champs emplis de cellules photovoltaïques. Alors c'est d'autant moins difficile à l'imaginer que c'est d'ores et déjà le cas. Mais comme ce sont des géants industriels, évidemment, toute la question est de savoir si le rythme de ces transformations, pour les 3 européennes, qui sont BP, Shell et Total, et qui, en commençant de mémoire par BP, ont pris des engagements de décarbonation pour le milieu du siècle. BP, le patron de BP ayant également appelé de ses voeux le fait d'être taxé il y a quelques jours. Donc là, on a Mais il va prendre sa retraite. Ceci explique peut-être partiellement. Il est à 3 mois de la retraite, donc il peut dire un peu ce qu'il veut. Mais il avait pris d'autres positions dans le passé qui étaient également un peu dissonantes. Donc voilà, ça mérite, me semble-t-il, d'être signalé. Mais en tout cas, Francis Perrin l'a dit, il y a une singularité des 3 majors européennes qui, du fait de la décarbonation en Europe, premièrement, du fait également de la pression de leurs parties prenantes, on va le dire comme ça, ont pris des engagements de décarbonation. On pourra tout à fait légitimement considérer que c'est insuffisant, mais de fait, c'est le cas. Et donc, on a déjà des entreprises qui sont des opérateurs du photovoltaïque, qui sont des opérateurs de l'hydrogène vert, tout en étant également investis dans l'amont, dans des endroits où, évidemment, ça peut poser question. Et donc, la problématique, c'est le rythme de transformation. Je vous coupe, Patrice Geoffron, ce n'est pas du greenwashing, comme on dit en français, ce n'est pas une manière de faire de la communication pour ces pétroliers en disant, voilà, nous sommes aussi présents dans les renouvelables. Non, je pense que, encore une fois, on pourrait organiser ici un débat sur le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais de fait, les trajectoires, et si on regarde ce qu'étaient les positions au moment de l'accord de Paris de ces différents acteurs, il y a vraiment, me semble-t-il, une perspective qui est différente et qui est également liée au fait que faire de l'argent dans le pétrole et le gaz, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Alors évidemment, à l'heure actuelle, les prix sont très hauts, mais on se souvient qu'en 2020, les prix étaient au contraire très très bas, et ces mêmes prix s'étaient effondrés au milieu des années 2010. On ne se souvient pas, Patrice Geoffron, de périodes où les pétroliers ont été à la rue, obligés de mendier. Il y a eu effectivement la période du Covid avec une situation très particulière. À la rue, certes pas, mais il y a tout de même un élément nouveau dont nous parlions tout à l'heure, qui est la décarbonation, les risques qui sont associés également au changement climatique, et qui font qu'à l'heure actuelle, on est dans une espèce d'entre-deux dans lequel il y a moins d'investissements que ce qui serait nécessaire pour couvrir la demande dans l'amont pétrolier et gazier, ce qui va produire des tensions sur les prix. Et puis par ailleurs, il y a des investissements dans les renouvelables qui sont dans les technologies décarbonées, qui sont également insuffisants. Et donc cet entre-deux marque l'incertitude, notamment liée sur la viabilité, la rentabilité des investissements dans l'amont pétrolier et gazier. Francis Perrin, la guerre en Ukraine, elle modifie la donne du fait du poids de la Russie notamment. Qu'est-ce que ça peut changer pour ces pétroliers? Parce que ces pétroliers sont de plus en plus aux prises avec une opinion publique qui est sourcilleuse. Donc ça se passe en Russie, ça se passe aussi par exemple en Birmanie. Là aussi, il y a une question avec la présence donc de ces entreprises dans des lieux dans des pays qui sont aujourd'hui des dictatures. Par rapport à la guerre en Ukraine, on a vu effectivement une évolution extrêmement importante.
Vous avez cité à juste titre la Birmanie ou Myanmar avec le départ de Total Energy il n'y a pas très longtemps, c'était avant la guerre en Ukraine. Par contre, depuis le début de l'année, enfin depuis la fin février, depuis le début de la guerre, donc depuis un peu plus de 7 mois, on a vu 4 compagnies pétrolières de premier plan annoncer qu'elles quitteraient la Russie. Et on l'a vu, pas justement il y a quelques jours, on l'a vu au début de la guerre. Ces compagnies sont ExxonMobil, premier pétrolier privé mondial, donc c'est quand même pas rien. Shell, numéro 2. BP, numéro 3, plus la compagnie norvégienne Equinor. Donc 4 grands pétroliers ont annoncé, peu de temps après le début de la guerre en Ukraine, qu'elles allaient quitter la Russie du fait de l'agression russe contre l'Ukraine. Et en plus, elles l'ont dit et écrit. Normalement, dans le secteur pétrolier, quand on quitte un pays, pour ne pas insulter l'avenir, on évite d'avoir ce genre de phrase. La phrase est parfaitement correcte. Bien sûr, la Russie a agressé l'Ukraine. Mais normalement, ça ne se dit pas dans ce genre de milieu. On laisse ça aux États. Surtout par rapport à un pays aussi important que la Russie, de façon générale, et dans le secteur pétrolier et gazier, on parle quand même du pays qui a les plus grosses réserves prouvées de gaz naturel dans le monde, et en gros les 6e plus grosses réserves pétrolières prouvées. Donc c'est un géant pétrolier et gazier, c'est typiquement un pays que normalement on n'a pas envie de quitter quand on est dans le secteur pétrolier et gazier. Eh bien ces pétroliers l'ont fait, ont réagi, ces 4 en tout cas, ce n'est pas le cas de Total Energy à ce jour comme vous le savez, donc il y a des stratégies différentes, mais le retrait quasiment simultané, l'annonce de retrait de 4 des plus grandes compagnies pétrolières privées dans le monde est, à ma connaissance, sans équivalent, ce qui montre bien qu'à notre époque et en 2022, les questions de réputation sont des questions qui pèsent lourdement sur les choix des pétroliers, même si tout le monde ne fait pas le même choix, et en plus dans un contexte qui est la guerre en Ukraine, qui est un contexte absolument exceptionnel, d'une ampleur considérable sur le plan de la géopolitique mondiale, et avec un aspect émotionnel, et ce n'est pas une critique de dire le mot émotionnel, hein, quand on voit ce qui se passe dans ce pays depuis la fin février, la guerre, les horreurs liées à la guerre, les graves violations des droits de l'homme, Boutcha, etc. Bon, on comprend parfaitement cette émotion très forte de l'opinion, et vous avez les directions de ces 4 entreprises qui se sont dit, quand je fais la balance des avantages et des risques qu'il y a à rester en Russie, eh bien je décide que je pars, mais pas pour l'instant Total Energy. Et oui, parce que Patrice Geoffron, alors il ne faut pas généraliser bien sûr, mais le pétrole, le gaz se trouvent bien souvent dans des pays qui ne sont pas nécessairement des pays démocratiques. Oui, il y a une raison historique à ça. On est en Europe la première zone du monde à avoir émergé, donc la première à avoir massivement utilisé son charbon, puis son pétrole, puis son gaz. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on n'en ait plus suffisamment. Les Pays-Bas sont à peu près dans l'espace européen les derniers, c'est en phase d'extinction à extraire du gaz. Donc évidemment, c'est un point de vigilance. Et lorsqu'on regarde le panorama mondial, évidemment, on va trouver quelques fournisseurs avec lesquels on a des relations amicales, c'est-à-dire simplement commerciales. La Norvège, par exemple. D'autres avec lesquels on a des relations un peu empreintes de géopolitique. Avec les États-Unis, moi, je pense qu'il y a une préoccupation à l'avenir qui est... en cas de changement au moment de l'élection présidentielle qui n'est que dans 2 ans, il n'est pas du tout certain que les républicains comme les démocrates aient envie d'organiser une espèce de plan Marshall du gaz naturel liquéfié et pourraient préférer en garder une partie plus conséquente. Et puis, il y a toute une série d'acteurs au Moyen-Orient avec lesquels on a pour le moins des relations, disons, ambiguës. Et puis il y a la Russie. Et je pense que tout a été dit concernant la Russie. Et en gardant à l'esprit que ce fournisseur avec lequel, de manière irréversible, me semble-t-il, nous sommes en train de rompre, était, on l'a dit suffisamment pour le gaz, le premier fournisseur de l'Europe, mais également le premier fournisseur de pétrole et de charbon. Et notre voisin par ailleurs, avec lequel nous sommes liés par des infrastructures qui ont été développées pour faire, pensait-on, du doux commerce avec la Russie. Donc évidemment, c'est une rupture. Et la seule manière de s'en sortir, parce qu'on ne trouvera pas la manière de se sourcer ailleurs aussi peu cher, eh bien le seul point de sortie, c'est l'accélération de la décarbonation. Mais alors, là aussi, Francis Perrin, parce que le pétrole, si on le vend
en Europe ou bien en Chine, je parle du pétrole russe par exemple, cela a les mêmes conséquences, qui signifie que finalement, eh bien, aujourd'hui, ce pétrole que les Russes vendent aux Chinois, c'est un pétrole qui finalement n'est pas en quelque sorte un pétrole qui pèse sur nos importations. Donc finalement, à l'échelle mondiale, il n'y a pas de véritable modification. Ça ne raréfie pas cette énergie. Vous avez raison, mais il faut nuancer ce point. Il y a clairement une réorientation des flux pétroliers mondiaux, avec notamment la Russie, qui se voyant fermer la porte des pays occidentaux, et ce qui est capital pour elle, comme Patrice Geoffron l'a rappelé, la porte européenne. Donc à partir du mois de décembre, les Européens vont en gros, Union européenne, se passer à peu près de 90% du pétrole brut russe que nous importions au début de l'année, c'est considérable, et en février 2023, ce sera pour les produits raffinés. Donc ce sera une perte considérable puisque Patrice Geoffron l'a rappelé, depuis fort longtemps, l'Union européenne, l'Europe en général, dont l'Union européenne principalement, c'est le principal marché pour le pétrole russe, le gaz russe, le charbon russe. Donc réorientation des flux pétroliers de la Russie vers l'Asie. Mais cette réorientation, elle ne se fait pas à 100%. Il y a des pertes en ligne, comme on dirait dans l'électricité. Et donc, depuis le début de la guerre en Ukraine, on constate une légère, ce n'est pas majeur, mais une légère baisse à ce jour de la production et des exportations pétrolières russes. Et après la mise en œuvre de l'embargo européen quasi total à partir de la fin de l'année, cette baisse sera certainement plus forte. La Russie ne pourra pas tout vendre en Asie, ce qu'elle vendait auparavant en Europe. Ça, c'est pour le pétrole. Et pour le gaz, ce sera beaucoup plus fort. La volonté européenne de se passer à moyen terme complètement du gaz russe fera que pour des raisons d'infrastructure, on est sur un marché moins liquide, c'est le cas de le dire, puisque le pétrole est un liquide, moins liquide que le gaz, qui est un marché plus rigide, où il faut des infrastructures d'exportation. Pour la Russie et pour Gazprom, ce sera un coup extrêmement dur. Donc réorientation des flux avec des pertes en ligne, et donc tension sur le marché pétrolier, risque pour les approvisionnements mondiaux, même si ces risques sont moins importants que pour le gaz et pour l'électricité si on se place du point de vue des Européens sur le marché européen, notamment pour l'hiver 2022-2023, et donc appel à l'OPEP et l'OPEP+, mais qui ont annoncé récemment, l'OPEP+, le 5 octobre, qu'elle allait baisser de 2 millions de barils avec par des jour circonstances sa production à partir avec de novembre, beaucoup de parce que conséquences, l'OPEP+, comme d'autres, craint comme une on récession peut l'imaginer. mondiale bientôt, et donc ses conséquences négatives sur la consommation mondiale de pétrole et les prix du pétrole. Merci Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, et Patrice Geoffron, directeur du Centre géopolitique de l'énergie, le 845 dans quelques instants.